Allô man, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Très content de te recevoir. Merci. On se voit quelques temps après la sortie de ton dernier morceau, Saïné, que tu présentes comme un mélange d'afro et de bouillon. C'est ça. Mais avant qu'on parle de ce lien-là, de ces choix-là, je voulais qu'on revienne au tout début. Comment toi, tu as rencontré la musique? Ça fait déjà presque 20 ans, je pense. Et du coup, je voulais qu'on parle des débuts. C'est quoi tes premiers contacts avec la musique? Alors, les premiers contacts avec la musique, c'était les sound systems. Okay. J'ai eu la chance d'avoir des voisins, un peu des grands frères qui m'ont ramené dans des sound systems. Donc, il y avait peut-être 10 ans d'écart. Donc, tu t'imagines que, bon, dans la voiture, moi, je m'endormais. Le sound system, c'était, voilà. Mais juste de prendre la vibe, de comprendre le truc. Et au fur et à mesure, ben, j'ai commencé à faire ma part, en fait. C'est les gens de qui parlent mais si c'est pas d'abord, moi, c'est vous qui aimez pour. Avant ça, même chez toi ou quoi, tu étais déjà, tu écoutais? Si tu veux, moi, je fais partie de la génération un peu, la fin du hip-hop. Donc, j'étais graffeur, on tournait sur toute la Guadeloupe, tout simplement pour salir les murs. Sauf que, après chaque session, j'avais envie d'écrire. Donc, au début, tu écris, et à un moment, ben, tu vas chercher une instru, tu vois si ça passe dessus, et au fur et à mesure, ben, tu commences à vraiment avoir des choses à dire. Et donc, voilà, hein, ça a été naturel après. À l'époque, en tout cas, moi, je t'ai connu. C'était une époque, il y a beaucoup qui disent l'âge d'or, underground, etc. Il y avait des freestyles, KS1 par-ci, un peu partout devant les lycées. Comment tu as vécu cette période-là? Comment ça se passait pour toi? Ben, comme tu disais, pour moi, c'est l'âge d'or de ce dancehall, en tout cas de notre dancehall guadeloupéen. Comment je l'ai vécu, comment je l'ai perçu. Si tu veux, pour moi, quand tu prétends faire du dancehall, le plus important, c'est la scène. C'est pas simplement de faire un son. Et ce qui avait, pour moi, le charme de cette époque, c'est que il y avait pas d'MP3. La musique circulait pas. Donc, ça veut dire, ton pote qui allait dans un sound system ce samedi, revient au lycée avec une chanson dans la tête, qui va répéter à tous ses camarades, et tu sais que c'est ça qui est à la mode. C'est tout. Donc, ça veut dire, si tu veux être un artiste, si tu veux qu'on te reconnaisse, si tu veux que ton nom fasse le tour de la Guadeloupe, tu vas devoir monter sur scène et chanter un son que personne ne connaît, et faire ces personnes-là repartir avec dans leur tête. Et pour moi, c'est là qu'il y avait un sport. Tous les jours, tu écrivais un son. Moi, je me souviens, il y a une période où je bossais avec DC Stratégique et on tombe sur un son où c'est Sadi Kolmaita. Une fois qu'on a fini le son, on retourne bosser. Parce qu'il y a une compétition. Tu veux être le meilleur. Et il faut que tu prouves, tu peux avoir une belle chanson. Mais si tu ne peux pas l'exprimer, c'est foutu. Donc, si tu veux, moi, j'ai un petit regret pour ça, quand même. Mais écoute, il fallait que la musique évolue. Tu viens de parler de DC Stratégique. Ben, au début, même si tu collaborais avec pas mal de monde, il y avait des gens quand même autour de toi, mais on sentait un vrai binôme entre vous deux, aussi bien dans vos styles. Je sais pas si c'est ce qui reste, si c'est de ça qu'on te parle, mais pour moi, c'était très technique, votre style. Et vous vous complétiez bien, il y avait beaucoup de sons en mode passe-passe vraiment et tout ça. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez travaillé ensemble? Je l'ai rencontré d'ici, j'avais 11 ans. C'était un ami de famille. Et si tu veux, très rapidement, on se commence à parler de la rue, tout simplement, des quartiers, de la musique. Et si tu veux, ben moi je crois pas, je comprends. Il me dit qu'il habite à tel endroit, qu'il est dans ça, qu'il fait ci, et je me dis je comprends pas, moi je t'ai jamais vu. Donc un jour on se donne rendez-vous et on se rend compte qu'effectivement bon ben on est bien dans la même chose, on connaît les mêmes personnes, on est sur à peu près la même vision de la musique. Nous on a commencé la musique dans une génération où tout le monde chantait comme Admiralty, tout le monde était dans un truc, ça débitait. Sauf que ben, la chance que j'ai eue, par exemple moi, c'est que je suis d'une famille où les portes sont ouvertes, nouveau musique. Ma tante, elle m'a fait découvrir Tupac. D'ici, il avait une sœur qui l'a mis dans la musique. D'ici, il avait Caporal Maki qui était son voisin. DJ Scary là-haut. Donc, on est tous les deux nés dans deux univers de musique complètement différents. Mais une fois qu'on s'est alliés, on était d'accord sur certaines choses. On ne veut pas faire ce que les autres font. Quitte à ce que ça ne plaise pas, on prendra toujours le risque de faire quelque chose de spécial. Donc, ça veut dire que nous, on nous invitait sur des instrus, mais toujours en nous disant, il y a un truc pour vous. Toujours le truc bizarre. Et essayer de faire de l'or avec. Et donc, si tu veux, c'est comme ça qu'on a développé notre truc. Pas contre les autres. Voilà. Toujours rester dans cette dynamique-là. On vient pas sur une scène juste pour chanter. On vient sur une scène pour qu'on se souvienne que eux, ce sont les personnes qui ont écrasé. Les autres ont chanté.
Et on a avancé comme ça, tout simplement. Et t'as un peu répondu, vous aviez pas d'objectif à part écraser quand vous chantiez et tout, mais à quel moment tu as commencé à avoir peut-être une stratégie de faire de la musique, peut-être que je saute les étapes, mais clip, éventuellement projet? Ben, le vrai truc, c'est que je pense que tu dois connaître ça dans ton domaine d'activité. Tu as des gens qui sont artistes et tu as des businessmen. Moi, effectivement, j'ai fait de la musique, mais une fois qu'on a fait notre premier CD, on avait 15 ans, moi, je voulais le vendre. D'autres personnes de l'équipe nous expliquaient qu'il fallait faire un mastering, qu'il fallait faire ceci. Moi, je disais, il y a des gens qui veulent de la musique et il faut leur donner de la musique. Donc, j'ai commencé à essayer de booster mes gars dessus. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais DC avec qui je travaillais en solo. Et à gauche, il y avait Emergency Crew. Donc, je pense que tu connais les membres. Il y avait T-Shab, il y avait le bébé, Blunty. Et l'idée, donc, on venait de réaliser notre premier projet. L'idée, c'était de réussir à convaincre les gars de le laisser sortir. Donc, personne ne voulait. J'ai balancé. Ça a pris. Donc, maintenant, c'est eux qui sont venus me dire, bon, on veut graver les notes. Comment ça se passe? Mais c'était quoi leur argument pour pas sortir? C'était pas encore assez quali? C'était pas... Tu sais, nous, quand on commence, tu as vraiment une grande distance entre les chanteurs, donc les gens qui passent à la télé, qui passent en radio, et nous. Donc, je pense qu'il y avait quand même ce truc où, malgré le fait qu'on était conscient qu'il se passait quelque chose, on n'avait pas le recul pour imaginer qu'il y avait tout ça derrière. Moi, je me souviens, je suis sorti 10 ans après, je retourne sur Messenger et je me rends compte que il y a des gens qui me proposaient des concerts, je les ai jamais pris au sérieux. Tout simplement, je me suis dit, oh, c'est une blague. Et finalement, j'ai vu d'autres personnes en concert avec ces gens-là. Donc, on n'avait pas ce recul. Pour nous, c'était de la musique. Faire de la musique, faire le maximum de musique. Et au fur et à mesure, je pense que même certains de mes collègues se sont rendus compte que j'avais raison. Il y avait de l'argent, il fallait peut-être développer le business plutôt. Que ce soit en termes de business, que ce soit en termes artistiques, je voulais faire des choses. C'était plus simplement, je veux faire de la musique. Oui, je veux faire de la musique pour moi, mais je veux créer des choses. Donc là, par exemple, tu me donnes l'exemple de Young Sheng. Je sais pas, on peut même prendre l'exemple de Kérosène. Ce sont des gens qui ont une histoire qui entre guillemets, qui représentent la Guadeloupe. Et moi, par exemple, à un moment, j'ai voulu faire un projet, une réalisation Made in Guada, où je me retrouve à aller filmer ces gens-là. Évidemment y venir. Et c'est ça ma participation, c'est ça ma dynamique. C'est-à-dire, bon, là, vous faites plus de musique que moi. Je fais plus de business que vous. Là-dessus, on peut s'entendre. Parce que vous faites de la musique qui défend mon pays. Et à travers mon action, je vous valorise. Et vous valorisez mon île. Les choses se sont faites comme elles devaient se faire. C'est-à-dire que ces périodes-là, c'est des périodes où, par exemple, des mecs comme Young Sheng, comme Kérosène, ils étaient dans des guerres, c'était que du son. Moi, j'étais dans de la création, je cherchais à voyager, je cherchais à me former. Tu as volontairement pris un peu de recul par rapport à la musique, à ce moment-là, en tout cas. Beaucoup. Ok. Du coup, Made in Guada, pour ceux qui connaissent pas, alors c'est dispo sur YouTube. Est-ce que tu peux nous parler du projet? Donc, selon ma compréhension, c'était avec Slim. C'est ça, c'était avec Slim. Écoute, pour la petite histoire, moi, je me suis dit qu'on avait ce besoin-là. C'est-à-dire que les jeunes connaissent pas l'histoire. Jusqu'à maintenant, les jeunes ne connaissent pas l'histoire. On parle de gang, on sait pas vraiment tout ce qui s'est passé. Et Made in Guada, justement, je discutais avec Slim et je lui disais, mais il faut qu'on le fasse. Et il me dit, ouais, mais moi, je sais faire, mais on n'a pas de matériel. Donc là, le lendemain, je lui ai ramené une caméra. J'ai acheté une caméra, je lui ai dit, ouais, on commence. Et boum, on a démarré, on a fait le freestyle de Real Eye qui a buzzé. Et après, on a fait le tour de la Guadeloupe. Malheureusement, si tu veux, les choses n'étaient pas aussi limpides que maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as un projet, tu sais où l'amener. Là, fallait chercher des aides, on a eu beaucoup de blocages. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va libérer. Ça veut dire qu'on va mettre les interviews telles qu'elles sont, sans les couper. Et on va refaire un point 10 ans après, là où peut-être qu'il y aura plus de moyens. Et là, on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé. Qui a changé d'avis, qui a progressé, qui a évolué, où la Guadeloupe peut aller niveau musique. Et au début, le projet, c'était de faire un DVD. Il y avait un peu des DVD sur le rap français, Street Live, etc. Mais je t'avoue, c'est plutôt parti de Made in Jamaica. Ok. Voilà, un DVD qui vraiment présentait les artistes jamaïcains et présentait la culture jamaïcaine. Encore une fois, tu sais, aujourd'hui, tu vois beaucoup de jeunes qui font des pas de danse jamaïcains, qui portent des jeans stretch, etc. Mais les pas jamaïcains, ce sont des pas qui ont été créés par la rue, des paos. C'est des drogués, des gens qui dorment dans la rue. Donc, montrer un peu aux jeunes Guadeloupéens qui vont s'habiller dans des couleurs sans savoir pourquoi, qui vont fréquenter des quartiers sans savoir pourquoi, d'où ça vient. Okay. Voilà. Donc c'est de ça que c'est parti. Voilà. Alors aujourd'hui c'est sur YouTube.
Beaucoup de gens l'ont regardé. Il y a des freestyles classiques, des interviews, des choses qui ont été reprises, notamment quand Dawa est décédé, paix à son âme, des choses comme ça. Au moment où vous l'avez libéré, comment ça a été accueilli? Vous aviez un certain aspect de la promo, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui où il y a Instagram, etc. C'est clair. Comment ça s'est passé, la libération, comme tu as dit, de ce projet-là? Ben, écoute, encore une fois, pas de regret, puisque en Guadeloupe, la musique, c'est beaucoup la rue. Et ça a tourné dans la rue. Ça a permis déjà aux gens de la rue de mettre le visage sur certains sons et encore une fois de comprendre l'histoire. Donc ça veut dire que ça nous a permis aussi, ça m'a permis moi en tant qu'artiste de découvrir l'univers de chaque artiste. Il faut que tu comprennes que je suis allé voir Tiwoni à Neuilly-Plaisance, je suis allé voir Chris dans un studio où il préparait la chanson pour, tu sais, il y avait eu des événements en Haïti, il y avait eu un séisme. J'ai pu voir Samix, j'ai vu Yongcheng, j'ai pu aller dans l'univers de Kérosène. Enfin, on a vraiment essayé de tourner, en tout cas avec les personnes qui étaient réceptives. Et voilà, et ça a permis aussi à des artistes de comprendre les autres, de se comprendre eux-mêmes. Ah, en fait, lui, il est vraiment de tel quartier. Il y a des gens qui ont appris que je suis né en Côte d'Ivoire à travers ce projet-là. En combien de temps vous avez réalisé ça? On va dire 2 mois. Ça a pris 2 mois. Tu as voyagé pour ça, parce que c'est entre la Guadeloupe et la France. Donc, tu as vraiment dit, je prends l'avion, mon but, c'est d'aller filmer Chris. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis pas les autres. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai fait mes affaires. Tout simplement. J'ai pas demandé de subvention, je suis allé acheter une caméra. J'ai pas cherché, j'ai fait. Et après, on va voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà. Ben, tu parles beaucoup du fait de 10 ans après, voir comment les artistes ont évolué. Est-ce que vous êtes assis pour faire ce point-là, justement? Le truc, c'est que 10 ans après, le game, il a changé. On n'est plus des jeunes c'est plus une équipe de jeunes qui chantent. Là, ce sont des artistes. C'est du business. Ce sont des produits. Donc, ça va être plus difficile de discuter avec des gens de la même manière. C'est clair que si je me retrouve dans une pièce avec Kéro, on va parler, on va se dire des choses. Avec d'autres artistes, voilà. Mais devant une caméra. Ouais, on va pas faire comme ça, on va pas se donner un rendez-vous et faire un point. Bon, les gars, 10 ans après, c'est comment? Non. Tu y as pensé quand même, Bien tu sûr. t'es dit, est-ce que je le faisais? Je pense qu'on a besoin de ça. Et je pense que l'erreur qu'on a fait, c'est d'oublier le fait que, en tant que Guadeloupéen, il faut qu'on vende à l'extérieur. L'idée de vendre à ses frères, c'est intéressant, mais on se vend des fusils, on se vend les mêmes choses. Tandis que si notre musique, elle partait ailleurs, c'est pas du 10 millions de vues, c'est du 50 millions de vues. Ça fait plaisir à tout le monde, ça arrangerait tout le monde. Et je pense que, à un moment, la musique antillaise a pris de la valeur, notre musique antillaise, et que le système n'a pas suivi. On a des gars qui font des vues. On a des gars qui rapportent de l'argent au pays. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les valorise? Comment on fait pour que des gens d'ailleurs viennent consommer ces produits-là, puisque ça fait partie de notre culture? Yongcheng fait partie de ma culture, Kérosène fait partie de ma culture. Comment on les vend? Voilà. Tu parles vraiment de structuration, de oui, l'écosystème. Qu'est-ce qu'on met en place? Les gars peuvent rapporter des sous. Ils se rapportent des sous à eux-mêmes. Ils peuvent rapporter des sous à Lille. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse là. Les gars, on tourne, les artistes, ils tournent en rond. On va pas se mentir. Qu'est-ce qui est fait? Voilà. Et je me dis, si demain, t'as plus de personnes qui savent ce qui se passe. Comme nous, on a bouffé du jamaïcain. Si demain, des Belges se retrouvent à tomber amoureux de la culture dancehall guadeloupéenne, c'est du bénéf. On va revenir sur cet aspect d'ouverture qu'on va parler de la Côte d'Ivoire dans quelques instants. Je parle du fait, justement, tu me disais que tu avais bouffé du jamaïcain, mais au final, dans les morceaux que tu faisais, il y avait quand même pas mal de rap, tu as fait de tous les styles assez rapidement. Qu'est-ce que toi, tu consommes comme musique? Comment tu vois le fait d'aller sur d'autres musiques? Alors, moi, franchement, beaucoup le disent, mais moi, je consomme vraiment tout. Ça veut dire que tu vas vraiment me donner du Ray Charles, Shadé. Je vais écouter. Je vais écouter pour comprendre, pour m'imaginer comment ils ont fait le son. Je vais écouter parce que souvent, dans les sons qu'on consomme aujourd'hui, il y a beaucoup de samples du passé. Donc, je considère que plus tu vas aller chercher des choses qui n'existent pas, plus tu vas pouvoir créer quelque chose qui n'est pas dans la tête de Shorty ou de quelqu'un d'autre. Plus tu vas pouvoir surprendre la personne. Pour moi, la personne qui écoute mon son, c'est un client. Il faut qu'il soit content. Voilà. Et comme je t'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir écouté beaucoup de types de musique. Je suis pas arrivé dans le dancehall en me disant je suis un chanteur de dancehall. On est arrivé en se présentant comme des tchatcheurs. Ça veut dire tu mets une instru et on se démerde. Donc, en faisant ça,
fur et à mesure, ben, tu développes une aisance. Aujourd'hui, je sais que je peux chanter, je peux tchatcher, je peux rapper. Et forcément, ben, j'ai des préférences. Allô, Dans ton style d'écriture, moi, je ressens beaucoup d'influence rap, comme si tu en avais beaucoup écouté les assonances, allitérations, rimes riches, etc. Non pas qu'il y en a pas dans le dancehall, hein, mais j'ai toujours ressenti que dans ta recherche, dans ta façon d'écrire, il y avait une forte influence rap. J'ai bouffé du rap. C'est pour ça qu'au moment où tout le monde était en train de... J'étais pas dedans. Moi, j'ai écouté, je sais pas, c'est quoi la base? Je sais même pas pourquoi j'ai commencé, mais je sais que la première instru sur laquelle j'ai posé, c'était Method Man et Redman. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'instrus, il y avait une dizaine d'instrus. Tu comprends, c'était les mêmes instrus, voilà. Et ouais, donc l'idée, c'est que quand tu commences à faire du dancehall sur une instru rap US, que tu essayes de faire du rap sur des instrus jamaïcaines, tu peux pas aller dans le même sens que tout le monde. Tu fais d'abord ta musique. Maintenant, ça plaît pas, tant pis. Ça nous amène à peu près 2010, début des années 2010. Là, tu as commencé à avoir des succès en solo ou en feat. Je pense à Dacha, peut-être à d'autres. Du coup, il y avait des clips plus travaillés. Il y avait l'accès aux outils numériques qui permettent de faire des clips et tout ça. Prestations, etc. Comment toi, tu as vécu cette période-là qui est un peu comme une deuxième carrière à ce moment-là? Écoute, j'ai vécu ce moment-là comme un peu une vengeance. Tu vois, la revanche, où tu te dis, bon, Dacha, c'est un petit frère. C'est un petit frère que j'ai rencontré justement un peu dans la période de Medine Guada. Et c'est quelqu'un qui m'a surpris parce qu'il était super motivé. Il faisait pas de la musique pour faire de la musique. Il avait décidé qu'il allait devenir un chanteur. S'il fallait faire 10 sons par jour, il faisait ses 10 sons par jour. Donc c'est quelqu'un que j'ai eu envie de booster. Et donc si tu veux, pendant une grosse période, ben voilà, entre guillemets, je faisais partie des gens qui étaient derrière Dacha. J'ai quitté la Guadeloupe et il se retrouvait peut-être 6 mois après à arriver à Paris. Il est venu me voir, il m'a dit, bon écoute, j'ai une opportunité de travailler, mais je veux que tu sois avec moi. Je lui ai dit, écoute, je te suis. Et on a démarré comme ça. Donc Dacha était produit par Chris et il y avait DJ Tuyo, manager, et voilà. À travers cette expérience, si tu veux, je me retrouve à replonger dans le bain, sauf que là, on est dans un univers beaucoup plus professionnel. Les artistes, je les connais, les gens du milieu, je les connais. Maintenant, le business de la musique, du dancehall en France, c'est encore un autre game. Et écoute, on a découvert ça ensemble. Voilà. À travers ça, écoute, moi aussi, j'ai recommencé ma musique. Il dit moi l'as dormi de péché au mettre sans feuille. En répondant Vincent qui fait arrogance sans aucun deuil. Ça ka ou pas en flac, mais babou tchèque là. J'ai cherché, l'objectif c'était pas simplement de faire la musique, c'est de faire ma musique, de trouver quelque chose qui me ressemblait, que je prendrais plaisir à chanter sur scène. Donc les morceaux que tu as pu entendre. Ça c'est un petit peu pas ouvert parce que tu as dit que tu écoutais déjà de tout, mais c'était des morceaux qui pouvaient toucher plus de monde. Je pense à Joue contre Joue, des choses comme ça. Même les feats avaient fait leur remix avec Sway, etc. On sentait de la stratégie dans le travail, tout simplement. Justement, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie. L'idée, c'était juste de réussir à faire un bon son, artistiquement. Pas juste venir poser sur une instru comme on a toujours fait. Dire je veux ça, je veux cette note-là, je veux une guitare. C'est qui le guitariste pour ça? Ok, qui est à le piano? Ok, faut qu'on aille voir. Là, c'est là que j'ai commencé à voir c'était quoi la vraie musique. Le temps que tu pouvais mettre sur un son pour mettre une personne dans une dimension, quoi. Faut que tu vives le truc. Je te fais vivre mon émotion. Après ce moment-là, il y a eu pas une pause non plus, puisque t'as toujours publié des morceaux jusqu'à aujourd'hui. La fréquence est peut-être moins élevée. Oui. Et du coup, je pense que ça va nous amener sur le lien avec la Côte d'Ivoire. On a l'impression que tu étais moins présent physiquement. C'était ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette période Écoute, pour faire simple, je suis ivoirien guadeloupéen. Et j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire à 11 ans. Et depuis, je suis jamais retourné. Donc, la vie a fait que j'ai eu l'opportunité d'y retourner pour du business, plus du business que de la musique. Et je me suis dit que c'était aussi peut-être le moment de passer à cette étape de ma vie d'homme, tout simplement. Et voilà, j'ai découvert la Côte d'Ivoire. Je me suis vraiment
immergé dans le truc. C'est-à-dire que j'étais pas un Guadeloupéen en Côte d'Ivoire, j'étais un Ivoiro-Ivoirien parmi mes frères. Voilà. Belle expérience, puisque je continue, j'ai mes activités là-bas, donc je fais l'aller-retour entre la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux t'en dire? Ben, il y a beaucoup de choses à prendre et à apprendre de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a peut-être l'impression qu'on est en avance sur certaines choses, mais je pense qu'on est on est tout simplement très dépendant de l'Occident. Tandis que l'Afrique, qu'il le veuille ou pas, la population n'a pas le choix que de se démerder. Et nous, on n'est pas encore arrivé à ce moment où on n'aura plus le choix que de se démerder. Et l'idée, ça serait qu'on n'y arrive jamais. Mais voilà. Donc l'idée, c'est que ouais, j'ai découvert la Côte d'Ivoire, j'ai découvert l'Afrique de l'Ouest. J'ai une famille là-bas et j'ai développé des business là-bas. Et ben écoute, j'essaie de faire perdurer. J'essaie de pousser d'autres Guadeloupéens, d'autres Antillais à aussi positionner des projets, proposer des idées. Voilà. On a failli avoir l'occasion d'aller à Abidjan. Et ben du coup, en discutant, en essayant de préparer, on a vu que c'était vraiment très riche, qu'il y avait beaucoup d'opportunités, que les gens avaient envie de faire ce pont-là, même avec les Antilles, la musique antillaise, etc. Comment ça se passe là-bas? Musicalement, est-ce que tu travailles là-bas? Abidjan, écoute, musicalement, je travaille avec une artiste qui s'appelle Ayane, qui a été récemment signée chez Universal. La musique à Abidjan, c'est encore un autre niveau que la Guadeloupe. Les gens vivent la musique, ils bouffent la musique. Ça veut dire que tu ne vas pas faire une chanson sans sens. Même si tu veux t'amuser, même si tu veux amuser la galerie, les gens vont vraiment écouter ce que tu dis et ils vont vivre la chose. Quand on te dit, l'expression te dit Abidjan est doux, Abidjan c'est le plus doux au monde, c'est qu'effectivement les gens, ils ont vécu des choses difficiles, ils ont vécu la guerre. Pourtant, à chaque fois, il faut se lever pour aller travailler, pour manger. Malgré les choses négatives qui vont arriver demain et après-demain. Mais il faut se lever. Et à un moment, il faut sourire aussi. Et il faut s'amuser. Et il faut se réveiller pour retourner travailler. Et ça, forcément, en tant que noir, quand tu vis noir des îles, quand tu arrives sur un continent où tu te rends compte déjà que tu es une poussière parmi des millions de personnes, ça change tout. Tu es obligé de te remettre en question. Voilà. À Abidjan, si tu es un voyou, tu es un voyou. Il n'y a pas de demi-voyou. La police ne rigole pas. Il y a plein de petites choses qu'effectivement, si tu les compares à la Guadeloupe, il y a des choses qui choquent. Il y a de la violence, ce sont des gens qui ont connu la guerre, mais il n'y a pas la violence qu'on a ici. Donc, voilà, tu as cette subtilité. Tu n'as pas les demi-voyous. Tu n'as pas le gars qui va faire un truc lundi, mais qui ne fera pas mardi. Mais ça nous amène au morceau Saïné. Comme on a dit, que tu le présentes comme un mélange, une rencontre de musique afro et de bouillon. Comment t'as pensé à créer ce morceau-là? Tu l'as créé où, justement? Est-ce que tu l'as bossé? C'est drôle aussi que tu poses la question. Le morceau, je l'ai posé en Hollande. Je revenais d'Abidjan, je suis monté à Paris. J'ai contacté Wetty Beats, qui en l'occurrence, c'est mon producteur. Et donc, il me dit, bon, écoute, je suis en Hollande, si tu veux, viens me rejoindre et on va poser de la musique. Je me suis dit, la Hollande, on va faire d'une pierre deux coups. Et je suis allé. Et en fait, si tu veux, on n'a pas prévu de faire quelque chose de spécifique. Ça a démarré sur le mot, le refrain. J'ai commencé à répéter une phrase. Il a commencé à jouer quelque chose et vraiment, on n'a pas beaucoup parlé en fait. Je chantais en non-stop et lui il composait. Maintenant, je suis reparti avec le projet en Côte d'Ivoire et je suis allé voir d'autres types d'artistes, des compositeurs en leur disant, bon je veux de l'ivoirien dessus, je veux de l'afro, je veux que ça tape. Donc, ils m'ont fait une proposition et après, on a fait un mélange de tout ça et voilà, ça a donné Saïné. Okay. Et donc, on a appelé de l'afro-bouillon. Comment ça a pris en Côte d'Ivoire? Est-ce que déjà le bouillon est arrivé? Comment ça fonctionne? Alors ça, tu poses une bonne question. Hein. Moi, je veux dire je crois qu'il y a 1 an et demi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Bloom, la boîte qui bouge à Abidjan et j'écoutais Olidji. Okay. Et tu sais, je connaissais le propriétaire de la boîte. Je lui dis, mais je les connais, c'est des filles de chez moi, ça c'est ma musique. Tu as aussi Fior de Bior qui avait repris une instru bouillon. Donc si tu veux, aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire ne sait pas vraiment ce qu'est le bouillon, le nom, les origines,
mais l'Ivoirien consomme du bouillon. Ouais, musicalement, Moi, ça c'est aujourd'hui, arrivé. voilà, pour pouvoir tester mon son, moi j'ai eu l'occasion d'aller dans des quartiers, de me retrouver avec des jeunes et juste de mettre la musique. Et on discute, on parle d'autre chose. Et en fait, les gars, ils tiennent pas en place. La personne, elle danse. Et aujourd'hui, si tu veux, sur un type de son comme ça, mon objectif, c'est ça. Je parle créole. Et je parle créole, je parle français, mais je chante spontanément en créole. Donc mon objectif, c'est qu'un Irlandais, un Mexicain puisse aimer ma musique tout en sachant qu'il va pas me comprendre. Donc c'est de faire de la musique qui va pouvoir naturellement faire danser. Tu bouges les épaules, tu bouges les hanches, c'est bon. Et puis, Et du coup, le morceau est titré partie 1. oui. Ça veut dire que tu as bossé d'autres morceaux dans Ah, cette j'ai direction-là. bossé, Shorty, j'ai bossé, j'ai bossé, je regardais les autres faire de la musique. Moi, je me retrouvais au milieu d'une forêt, frère, on mange du rat palmiste, on mange avec les mains. Écoute, voilà. Donc, à distance, j'analysais, je me disais, bon, je reviens doucement, je vais préparer mes affaires. Mais l'objectif, c'est pas juste de rentrer dans une compétition avec les autres pour revenir sur ça. Non, je veux faire ma musique. Je vais travailler le truc, proposer quelque chose d'autre. Voilà. Donc, il y a un projet derrière qui va venir, long format, album, EP. Écoute, disons que les sons sont déjà là, tout simplement, et que les choses grossissent. Donc maintenant, le produit, il est déjà là, c'est de voir avec qui et comment on va développer la chose. Tu nous as parlé du fait que tu avais développé des business en Côte d'Ivoire. En off, on a parlé. Est-ce que tu veux parler un peu de cet aspect d'entrepreneuriat, éventuellement, de travail? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais si tu veux, en Côte d'Ivoire, je travaille dans la pisciculture. On a développé une activité d'élevage de poissons, tout simplement, en eau douce, du tilapia. Il faut savoir que ce sont des pays qui importent beaucoup. Donc, il y a vraiment un besoin. Donc là, on a fait le choix du poisson, mais il y a un besoin à tous les domaines. C'est une expérience, puisque tu démarres quelque chose dans un pays que tu ne connais pas, où les gens te ressemblent, mais ne fonctionnent pas de la même manière que toi. C'est enrichissant, parce que tu te rends compte que rien n'est impossible. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire, rejoindre des gens qui avaient des idées. On a essayé, il y avait rien du tout, et on a fait. Aujourd'hui, ben écoute, je produis du poisson. J'ai d'autres activités, je vais pas pouvoir tout te dire, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de monter une salle de musculation. L'idée, c'est aussi de se dire, on peut faire. C'est pas parce que tu es assis en Guadeloupe que tu as l'impression que le monde s'arrête à la Guadeloupe que c'est vraiment le cas. On est tout petit, on n'existe pas en fait, tout simplement. Et si tu as l'humilité de te dire, je viens de quelque chose qui n'existe pas pour les autres, après les portes elles sont ouvertes partout, puisque t'as pas de limite. Tu sais que tu viens de quelque chose de tout petit, tu veux viser grand. Allô man, on a fait un peu le tour. Ouais. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter pour conclure? Ben écoute, je suis là, hein, frère. Je suis de retour et il y a de la musique, il y a beaucoup de musique et voilà. J'espère que tu auras le temps de découvrir et que tu me donneras ton avis. Pas de souci. Là, tu m'as dit que tu repartais bientôt, mais à l'occasion, sans problème. Il y a pas de souci. Sur d'autres formats. J'attends mon freestyle. Yes, I. Yeah,